tout le monde, ici Tata Nexua pour une vidéo Tata vous thème écriture qui rassemblera normalement les réponses aux questions que vous vous posez souvent et que vous me posez souvent, à savoir est-ce qu'on peut citer une marque, est-ce qu'on a le droit d'écrire tout ce que l'on veut à propos de cette marque et puis en plus comment on fait? On va en parler, décortiquer tout ça et peut-être bien que l'on va déposer ce générique. Pour ne louper aucune vidéo, abonnez-vous et activez la cloche. Marque déposée, on parle de quoi? Petit point historique, direction wiki. Et puis comme d'habitude, ne vous inquiétez pas, tous les liens sont dans les sources de cette vidéo, à savoir il faut faire défiler un petit peu la petite description. Et je rappelle, parce qu'il y en a encore des petits malins, des petites malines aussi des fois qui se cachent, que Wikipédia c'est une compilation de sources, donc il faut après vérifier effectivement les sources. C'est parti, attention, je cite. Les forgerons qui, dans l'Empire romain, fabriquaient des épées semblent avoir été les premiers à utiliser une marque de fabrique. La marque de bière, autre exemple, Stella Artois, dit avoir fait usage de sa marque depuis 1366 et Loughborough depuis 1383. Ça en fait des années. La première législation en matière de marque de fabrique a été passée par le Parlement d'Angleterre sous le règne de Henri III en 1266, obligeant les boulangers à utiliser une marque distinctive sur le pain qu'ils vendaient. Ça devait être assez sympa à cette époque, ils signaient le pain ou je sais pas, avant cuisson, ils donnaient leurs initiales, je ne sais pas, je ne suis pas historienne. Les premières lois de l'époque moderne sont apparues à la fin du XIXe siècle. En France, la première loi de protection des marques dans le monde est adoptée en 1857. En France, selon l'article L 712-1 du Code de la propriété intellectuelle, attention, je cite, la propriété de la marque s'acquiert par l'enregistrement. Par l'enregistrement. Oui, c'est-à-dire que si c'est pas enregistré, c'est pas une marque déposée. Donc, par exemple, Tata Nexua n'est pas une marque déposée puisque je ne l'ai pas fait enregistrer. Voilà, c'est un pseudo, c'est un terme effectivement que j'utilise et que l'on m'a attribué il y a maintenant des années de ça, mais ce n'est pas une marque déposée. Et après, petit passage, on ne parle pas vraiment des noms de domaines. Pour l'instant, il y a un vide là-dessus. Après, je me doute bien que la jurisprudence comblera ce vide et puis qu'au bout d'un moment, la législation aussi prendra la suite. Comment les écrire et différence. Ne vous inquiétez pas, peut-être que le titre est un petit peu obscur, mais ça va s'éclaircir au fur et à mesure. Petit tour sur commentécrire.fr, un article de juin 2023 écrit par C.S qui rappelle d'entrée de jeu de faire attention aux noms passés dans le langage courant. Oui, vous me voyez venir très certainement avec frigidaire, fermeture éclair, et il n'y a tellement pas que ça. Vous savez, ainsi, on va dire, je pourrais l'expliquer un petit peu plus simplement, c'est-à-dire des noms, à la base ce sont des noms de marques, ce sont des marques justement déposées, mais en fait, c'est passé dans le langage courant. Il est vrai que maintenant, fermeture éclair, voilà, on dit tous, ah ouais, t'as une fringue avec une fermeture éclair. Voilà, c'est une marque, fermeture éclair. Dans l'article, alors attention, je cite, bien entendu, si vous partagez une photo sur les réseaux sociaux d'une séance de bain bouillonnant en écrivant le nom de la marque connue de tous, entre guillemets, petit jacuzzi entre amis, personne ne vous dira rien. La marque ne va pas vous attaquer parce que vous avez justement utilisé ce terme, alors que voilà, c'est juste pour partager un moment, par exemple, avec vos amis, votre famille, etc. En revanche, un vendeur de spa qui propose des marques concurrentes mais qui n'en commercialise pas de la marque en question, J quelque chose, là c'est différent. En effet, si vous vous retrouvez dans une telle situation, vous ne devrez pas utiliser le terme J quelque chose, donc parlez par exemple juste de bain bouillonnant, ou d'autres termes, des petits jets justement massants avec une eau super agréable. Même si le terme est commun, même si effectivement on le voit beaucoup sur Insta, sur les réseaux sociaux, etc. Eh oui, mais c'est une marque. Alors effectivement, je dis ça, sauf si, comme le dit effectivement le rédacteur de l'article, à en être un revendeur agréé et donc à avoir les autorisations en conséquence. Il est vrai que si justement vous avez eu les autorisations, ou si par exemple vous faites un placement de produit, c'est évident, vous pouvez parler de la marque. Et effectivement, vous pouvez le vérifier facilement avec les petits, on va dire les petites lettres qu'il y a à côté des marques, par exemple le R qui signifie Registered Trademark en anglais. En gros, marque commerciale enregistrée, si on va dire, je fais bien la traduction. Et attention, c'est tout comme TM, qui signifie donc trademark, marque commerciale. Ces symboles sont utilisés pour indiquer que le nom
ou le logo qui les accompagne est une marque déposée. Et ouais. Comme justement dit dans l'article, si vous êtes revendeur de produits de la marque L'Oréal, il faudra écrire ceci, à savoir donc nom du produit avec un petit R et L'Oréal avec justement aussi ce R dans un petit cercle ou un rond, c'est comme vous voulez. Parce que justement, c'est une marque déposée. Mais ne vous inquiétez pas, on arrive par rapport à la littérature, tout ça. Attendez, respirez, n'allez pas me mettre des R partout dans votre récit. Marque déposée, comment l'écrire d'un point de vue orthographique? Déjà, première chose, la question de la majuscule. La première question, et aussi qu'on me pose souvent, c'est celle effectivement de l'utilisation de la majuscule ou non. Certains noms de marques utilisent une majuscule initiale, d'autres non, et on va dire certaines marques utilisent même des majuscules au milieu de mots pour des questions tout simplement peut-être de stylisation ou autre chose. Par exemple, prenez l'iPhone. iPhone, ça s'écrit comme ça, donc un petit i, un grand P, H-O-N-E. En minuscule pour le reste. C'est une marque d'Apple, Apple avec un grand A, de P-L-E en minuscule, qui a décidé de mettre la première lettre en minuscule et la deuxième, pour l'iPhone, en majuscule. Une pratique que l'on retrouve également dans d'autres noms, des produits de la marque, comme iPad ou iMac. Et je rappelle que c'est aussi le cas de la marque eBay, avec la deuxième lettre qui est en majuscule. Et ça, vous avez beau dire peut-être que c'est moche, que ça ne vous plaît pas, ou quoi que ce soit d'autre, en fait c'est la marque. Donc vous êtes obligé de reprendre cette orthographe. Voilà. Donc oui, vous allez être obligé de mettre le P de iPhone en majuscule ou le P de iPad en majuscule, comme vous allez être obligé de mettre le B de eBay en majuscule, même si c'est au milieu d'un mot. La ponctuation, l'espacement et l'utilisation de caractères spéciaux. Certaines marques utilisent également des signes de ponctuation ou des espaces dans leur nom. Et encore une fois, puisque ce sont des marques déposées, vous devez de respecter aussi cette orthographe. Par exemple, la marque de cosmétiques L'Oréal inclut une apostrophe et la marque de chaussures New Balance inclut une espace. Il est essentiel de respecter ces choix de stylisation. Encore une fois, ces éléments font partie intégrante de l'identité de la marque. Par exemple, la marque de vêtements H&M utilise le symbole, j'allais dire le E commercial, je sais plus comment ça s'appelle, le E bizarre, on va dire ça comme ça, le E bizarre. Et la marque de voiture Mercedes-Benz utilise par exemple un tiret, en plus un tout petit tiret, pas un tiret moyen ou un tiret quadratin. Donc, cela impose effectivement, en tout cas pour vous, de faire des recherches premièrement, parce qu'effectivement des fois vous me parlez de noms de marque, etc., mais vous n'avez même pas des fois fait les recherches à savoir comment ça s'écrit. Parce que oui, des fois en langage courant, on va dire en parler, en langage parlé, oral, on parle de marques comme ça, mais parfois on ne sait pas les écrire. Surtout quand des fois c'est un petit peu compliqué, ou quand on va dire en sonorité, c'est pas forcément la même chose qu'à l'écrit. La question du pluriel. Une autre question que l'on me pose souvent est celle du pluriel. En d'autres termes, est-ce qu'une marque déposée prend par exemple la marque du pluriel? Alors la réponse, même si pour moi elle était évidente, vraisemblablement c'était pas le cas de tout le monde, puisque j'ai encore vu une question par rapport à ça sur les réseaux sociaux, en plus sur un site X, puisque maintenant justement on peut dire X. Oui, maintenant je peux dire que je suis sur un site X. Bref, blague à part, la réponse est non, évidemment. Les marques déposées sont invariables. Je répète ça, les marques déposées sont invariables. Ainsi, il ne faudra pas écrire des iPhones reconditionnés avec iPhone avec un S. Non, vous devez écrire des iPhones reconditionnés avec iPhone, on va dire au singulier, parce que c'est une marque. Etc. Je vous passe effectivement le reste, je pense que vous avez compris. Des exemples de marques, des exemples. Oui, Tata Nexia va vous donner des exemples. En français, les marques sont des noms propres et s'écrivent généralement avec une majuscule. Il n'y a pas forcément trop de fantaisie, je crois. En France, on n'aime pas trop la fantaisie. Certaines marques sont devenues, comme je le disais effectivement dans l'introduction, des noms communs, comme Frigidaire, Kleenex, Scotch, Zodiac, Karcher, Stabilo, Bic ou encore Walkman, remplacé peu à peu dans la langue française par baladeur. Oui, et Stabilo aussi. Cependant, ces exemples recouvrent des situations différentes. En effet, le propriétaire de la marque peut avoir perdu le droit exclusif d'exploitation de la marque. On parle alors de dégénérescence. Ceci est rare, mais je voulais quand même aussi un petit peu le préciser. Ce fut le cas de Sony, qui a ainsi perdu sa marque Walkman devant la justice autrichienne en 2002. Mais d'autres, malgré leur emploi usuel, tels que Pédalo, écrit comme ça, les fermetures éclairs et thermos ne sont pas libres d'utilisation dans un cadre commercial. Voilà, oui, je vais répéter ça. Thermos, normalement, c'est avec un T majuscule. C'est une marque.
Et fermeture éclair, vous êtes censé mettre éclair avec un E majuscule et un accent. Voilà, il y en a beaucoup qui font des erreurs, des fois même les maisons d'édition, tout simplement parce que les correcteurs et les correctrices, soit effectivement ne se renseignent pas, ou on va dire il n'y a peut-être pas de pôle juridique ou quoi que ce soit on se disent oh bah c'est bon, c'est pas dans le langage courant, hein, on s'en fiche, et c'est pas très très réglo normalement, hein, certaines choses comme ça. Mais au moins comme ça, vous saurez grâce à moi. Ok, c'est bien tout ça, mais et dans les livres, parce que nous, c'est un petit peu ce chapitre qui nous intéresse. Oui, j'ai fait des petites répétitions, mais c'est pas grave. Donc, j'ai fait exprès de mettre ce chapitre à part, comme ça vous pourrez cliquer directement dessus et peut-être pas vous farcir tout le début. Comme tout, c'est réglementé. Et que ce soit dans l'édition ou dans l'auto-édition. Hein. Non, parce que là encore, hein, des fois j'ai un petit peu du mal quand il y a des auteurs et des autrices auto-édités qui sont là à brailler. Non, mais de toute façon, je fais ce que je veux, c'est de l'auto-édition, donc si j'ai envie de mettre ce nom de marque et si j'ai envie de dire ceci et cela, eh ben je le fais. En fait, non. Ouais, ça me hérisse un petit peu la carapace de la tardigrade que je suis quand je lis des ouvrages qui ne respectent pas le droit des marques. Tout simplement parce que, eh bien, sachez que la marque peut très bien aussi vous attaquer en justice. Et ne dites pas, ouais, mais non, ils ont quand même pas que ça à faire. Oh, si vous saviez le nombre de personnes, le nombre de marques dans le monde qu'on a vraiment l'impression, mais qui s'ennuient à mort et qui vont justement aller poursuivre des fois monsieur et madame tout le monde, mais pour un truc mais complètement ridicule. Oui, pourquoi? Pas parce que des fois ça leur fait de la pub, même si c'est de la mauvaise pub, on s'en fiche, ça, on parlera quand même d'eux. C'est pour ça aussi hein, que très souvent je conseille, enfin on verra ça plus tard, hein, mais vous verrez en fait. On va un petit peu continuer sur ce point-là. Petit tour juridique. Une ordonnance donc du 13 novembre 2019 intégrée au Code de la propriété intellectuelle encadre cette pratique problématique de citation et ou d'utilisation d'une marque. Il y a un article de Livre Hebdo, pas mal du tout, comme d'habitude, tous les liens sont dans la description de cette vidéo, écrit par Emmanuel Pierrat en 2020. Il rappelle que le tribunal de grande instance de Paris, dès 1980, a condamné de son côté et avec retentissement un écrivain dont le héros utilisait un bic, juste en minuscule BIC, au lieu d'écrire avec bic, avec un B majuscule, accompagné de la précision qu'il s'agissait bel et bien d'un signe protégé. Et Mécano, avec un M majuscule, agit très régulièrement ces dernières années contre des éditeurs, entraînant une jurisprudence nourrie. Difficile aujourd'hui cependant pour le romancier contemporain de décrire un centre-ville sans citer, au lieu d'une mercerie et d'une calèche, les noms d'un supermarché et d'un modèle de berline. De Frédéric Beigbeder, désolé pour la prononciation des noms, à Naomi Klein, plusieurs auteurs à succès ont dénoncé en librairie le pouvoir des marques. Et c'est vrai que parfois c'est difficile. Pour une voiture, hein, par exemple, désolé, mais une Modus n'est pas pareil qu'une Golf ou encore une Yaris ou une Bugatti. Ou aussi une Tesla. C'est pas mal les Tesla, surtout les modèles X. Bref, donc je poursuis la lecture du petit article. Au terme de l'article L713-2 du CPI, sont interdits, sauf autorisation du propriétaire. Notez bien, sauf autorisation du propriétaire, la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, ainsi que l'usage d'une marque reproduite pour des produits ou services identiques à se désigner dans l'enregistrement. C'est donc la concurrence cherchant à tromper le consommateur moyen qui est visé en premier lieu. Mais le droit des marques s'impose aujourd'hui dans bien d'autres situations. Ainsi, l'article L713-5 du CPI protège les marques notoirement connues ou jouissant d'une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l'enregistrement, dont l'usage engage la responsabilité civile de son auteur s'il est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cet emploi constitue une exploitation injustifiée de cette dernière. Le droit des marques permet donc à son titulaire d'interdire toute utilisation du signe distinctif. Alors je suis complètement d'accord avec l'auteur quand après un peu plus loin il parle un petit peu d'un paradoxe, je dirais même hypocrisie pour ma part, parce que les marques veulent qu'on parle d'elles, mais si on le fait même en bien, elles peuvent recourir à la justice. Et surtout aussi si c'est par exemple, soit pour les nuire, soit des fois même pas pour les nuire, mais si par exemple c'est un petit peu trop insister. Donc faites attention quand par exemple vous répétez une marque très souvent dans votre récit. On en parlera un petit peu plus loin de la pertinence ou pas, parce que des fois c'est absolument pas pertinent. Vous avez mis ça des fois juste pour faire joli, parfois ça peut être pertinent, parfois non. Donc des fois il va être mieux un petit peu éviter.
Je poursuis l'article. Dans le même registre des atteintes au nom, rappelons les quelques affaires qui apparaissent sporadiquement, mettant en scène des homonymes aussi de personnages de romans. Il est bien évident que l'absence de confusion possible entre le peignant et le personnage suffit à écarter la responsabilité de l'écrivain et de son éditeur. Les tribunaux ne condamnent les éditeurs et les auteurs sur le fondement de l'atteinte au nom que si une confusion et un préjudice, c'est-à-dire la présentation du personnage par exemple sous un jour négatif, sont établis. Enfin, surtout, le CPI dispose désormais, en vertu de l'ordonnance du 13 novembre 2019, qui est déjà rentrée en vigueur, que lorsque la reproduction d'une marque dans un dictionnaire, une encyclopédie ou un ouvrage de référence similaire sous forme imprimée ou électronique donne l'impression qu'elle constitue le terme générique, désignant les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et que le titulaire de la marque en fait la demande, l'éditeur indique sans délai et au plus tard lors de l'édition suivante si l'ouvrage est imprimé qu'il s'agit d'une marque enregistrée. Si jamais par exemple ça n'était pas le cas au préalable. Personnellement, je rappelle toujours aux auteurs et autrices avec lesquels je travaille qu'il vaut mieux justement dire que c'est une marque déposée et qu'on va dire ce terme apparaisse quelque part, que ce soit au début de l'ouvrage ou à la fin. En tout cas qui est effectivement une petite sécurité pour vous et pour les maisons d'édition. Bien sûr, il y a toujours une petite clause de mise en garde. Toute ressemblance peut constituer un début de protection efficace si elle ne sert pas à déguiser une intention de nuire. Autant dire qu'il vaut mieux prévenir que guérir et s'inquiéter de cela par anticipation lors de la préparation du texte. Donc je termine effectivement là-dessus par rapport à cet article, parce qu'on en revient exactement à ce que je dis sur cette chaîne depuis maintenant 4 ans, ça commence un petit peu à faire. À chaque fois, il vaut mieux prévenir que guérir. Il vaut mieux, soit que vous ne citiez pas la marque, soit que vous indiquiez quelque part que c'est une marque déposée. Pareil aussi pour les noms de personnages que vous utilisez. Attention, Gandalf par exemple, ça ne vous appartient pas. Les Hobbits aussi, attention, c'est déposé, ça ne vous appartient pas. C'est pas pour rien que la série justement sur Amazon ne prononce pas le nom Hobbit. Vous aviez pas remarqué? On fait comment justement, maintenant que vous avez un petit peu appris plein de choses au niveau des droits des marques? Vous avez le droit de citer, de mentionner une marque. Oui, il faut le dire, il faut dire l'encadrer, tout ce que vous voulez. Oui, mais attention! Déjà, comme on l'a vu précédemment, il faut respecter l'orthographe précise du nom. Parce que alors là, si vous respectez pas l'orthographe précise du nom, on va juste dire « Non, mais la personne veut effectivement me nuire, elle a même pas justement respecté l'orthographe. Oh, si vous pensez que j'exagère, allez voir la jurisprudence. Des fois, il y en a vraiment, mais qui vous font un caca nerveux pour rien du tout. Vous n'imaginez pas. Ensuite, il ne faut pas en dire du mal. Ce que signifie justement dire du mal, etc. J'ai trouvé justement sur le blog Kobo un exemple qui illustre plutôt bien ce que je veux dire. Attention, je cite. Vous pouvez par exemple dire que votre personnage préféré s'auto-édite sur Kobo plutôt que chez son concurrent KDP. Malgré tout, restez-en à cette simple information. Voilà, ça c'est juste une simple information, c'est juste comme ça on va dire anecdotique. Vous ne pouvez pas dire que votre personnage pense que KDP est une mauvaise entreprise pour X ou Y raison. Effectivement, pour résumer, et ça la personne le résume très bien, vous ne devez pas rabaisser, discréditer, décrier, etc. une marque ou une entreprise. Peut-être que pour vous d'ailleurs ce sera juste une remarque ou voilà une façon de penser, etc. Mais n'oubliez pas que c'est différent quand on dit quelque chose justement sur les réseaux sociaux et puis que c'est comme ça, voilà, et puis que d'ici quelques jours tout le monde aura oublié. Ou si par exemple c'est par rapport à votre expérience, voilà par exemple tiens j'ai eu une mauvaise expérience avec tel garage, etc. Je vais raconter sans citer de nom et tout. Que si vous écrivez justement une scène dans un ouvrage qui va donc être commercialisé, vous allez du coup gagner de l'argent dessus, ce sera diffusé, etc. N'oubliez pas il y a une différence aussi par rapport à ça. Et la personne au niveau de l'article du blog de Kobo en rajoute une petite couche, faites également attention à votre image de manière générale. Selon vos positions, selon vos convictions, votre façon d'être ou de penser, une marque pourrait ne pas vouloir être associée à vos propos ou à votre personne. Et là encore une fois, même si c'est un petit peu plus insidieux et subtil, imaginons par exemple que vous parliez d'une marque dans un de vos ouvrages, vous vous dites non c'est bon, ça va, j'ai rien dit d'extraordinaire, je n'ai fait que citer, mais que, on va dire sur les réseaux sociaux, IRL ou voilà, peu importe, vous avez on va dire un comportement qui déplaît à la marque pourrait effectivement vous attaquer sous prétexte qu'elle n'a pas envie d'être associée à vous, alors que vous n'avez fait que citer. Bon, et puis là il y a un petit point aussi quand même que je vais dire par rapport à l'intérêt en fait, à savoir, est-ce que c'est nécessaire de savoir que votre personnage boit du lait bio de chez Biotel, j'ai inventé le nom, j'espère que ça n'existe vraiment pas, ou pas juste par exemple tiens du lait de sa voisine justement qui a une ferme juste à côté, peu importe. Est-ce que mentionner la marque a un intérêt? Est-ce que c'est
pertinent, que ce soit pour votre personnage, pour l'intrigue, pour l'histoire, peu importe. C'est une vraie question que je vous pose. Une vraie question, c'est-à-dire que je me pose vraiment la question, c'est pas pour vous piéger. Est-ce que ça a un intérêt? Parce que très souvent, quand je parle avec les auteurs et les autrices, ah bah c'est ouais, mais c'est peut-être parce que c'était pour faire un petit clin d'œil à machin, machine, etc. Bon, quand ça arrive une fois dans le récit, pourquoi pas? Mais ça a vraiment un intérêt? Est-ce que c'est vraiment pertinent, par exemple, de répéter, là par exemple, comme j'ai dit, Biotel, sur plusieurs pages? Parce que oui, à un moment, il y a quelqu'un qui a répété une marque, mais c'était pas juste une fois, c'était 36 fois dans l'ouvrage. Est-ce que c'est vraiment intéressant? Parce qu'au bout d'un moment, c'est-à-dire c'est réverbatif. Je vais pas dire qu'on s'en fiche, mais presque. Que je sache ou pas la marque, si c'est du lait bio, c'est du lait bio, quoi. Je sais à quoi ressemble du lait bio. Ensuite, posez-vous aussi la question, est-ce que ce que vous citez, est-ce que votre passage peut nuire à l'entreprise ou pas? Des fois, vous n'avez aussi pas forcément assez de recul. Vous pouvez vous dire, oh bah non, c'est bon, ça nuit pas à l'entreprise, mais finalement, peut-être que l'entreprise va dire oui. Et ne pensez pas que, ouais, c'est vrai, je vends que 3 bouquins par an. Ça peut aller très vite. N'oubliez pas et ne sous-estimez pas, on va dire, des fois le buzz ou même le scandale qui peut éclater comme ça. Il n'y a qu'à voir par exemple les histoires des oreillers conscients ou de la porte consciente au niveau des États-Unis. On n'en entendait quasiment pas parler et depuis quelque temps, ça explose. Dernier point, oui je sais, j'insiste un petit peu, mais ne pensez pas qu'en AE, personne ne verra, personne n'en entendra parler. Vraiment, méfiez-vous. Parce que sur internet, tout est facilement accessible et il suffit parfois, on va dire, d'un clic pour aussi dénoncer une personne auprès du support internet d'une marque. Est-ce que ça sent un peu le vécu? Ouais, je sais, quelqu'un m'en a parlé, alors je sais pas si c'était vrai ou pas. En tout cas, il y a des jurisprudences après qui ont suivi. Voilà, des personnes qui pensaient à l'abri de tout et qui, bien un beau jour, ont reçu un petit mail d'une marque. Et puis après, comme on l'a vu dans les articles précités ci-dessous, les marques en fait adorent traîner les gens en justice. Leurs avocats doivent être hyper bien payés en fait. Enfin, faut dire aussi qu'avocat c'est quand même assez bien payé, surtout à mon avis aux États-Unis. Donc faites très attention à vous, vraiment. En bref, une marque déposée. Toutes les marques ne sont pas forcément enregistrées ni déposées, effectivement. Comme justement je l'ai dit, un Tata Express c'est pas déposé. Mais attention, toute création intellectuelle l'est et est protégée dans une certaine mesure. Ma citation par exemple, soignez votre plume, a été utilisée une fois par une personne qui n'était pas moi. Bon, elle s'est excusée, c'était en 2021, elle pensait me faire hommage, ma citation n'est pas déposée, donc je peux pas l'attaquer en justice pour ça, mais il y a une identité, il y a on va dire une propriété aussi intellectuelle. C'est moi justement qui imaginais cette citation, elle est on va dire absolument partout, je l'ai dit depuis 2019, donc c'est un petit peu on va dire ancré dans les têtes des gens. Enfin bref, vous avez un petit peu compris au niveau du sujet. N'oubliez pas qu'il y en a certains, mais ils n'ont vraiment que ça à faire. Alors que nous, mais on bosse toute la journée, on écrit des fois en rentrant le soir après le boulot alimentaire, ou des fois aussi on écrit toute la journée, on a mais plein d'autres trucs à faire, mais non, il y a quelqu'un justement qui va dire, lui ou elle, je vais vraiment la faire chier, mais jusqu'au bout. Il a osé utiliser une marque, il a osé dire quelque chose, oh là là, la réputation, est vraiment complètement affectée et atteinte. Non, je vais le poursuivre en justice, même pour pas grand chose, oui. C'est un petit peu, on va dire, comme les petites anecdotes, des curiosités juridiques. Ouais, j'ai justement Tatiana qui de temps en temps m'en envoie un petit peu sur TikTok. Des fois on peut se dire, non mais c'est un petit peu what the fuck quand même, c'est un petit peu ubuesque. Ah, mais si vous saviez dans quel monde on vit. Avant de parler de censure, oui, parce que je vous vois déjà venir, oh là là, on peut plus dire ce qu'on veut, alors, la liberté d'expression vous protège jusqu'à un certain point, parce que oui, je rappelle, on a quand même un petit peu la liberté de dire certaines choses, de parler, même si justement certains et certaines ont envie par exemple de nous faire taire, n'ont pas envie qu'on dise certaines choses, si on a quand même le droit effectivement de s'exprimer. Comme d'habitude, il y a un certain point, il y a des limites à ne pas franchir. Il y a un exemple dans les sources que je vous ai glissé avec Greenpeace contre Esso. Ouais, les petits trucs de la station-service là. Ça ne sortait pas du cadre de leur activité, même si je fais un raccourci, puisque là on est en bref, on n'a pas forcément trop le temps. Donc, la liberté d'expression, là, emporter. A contrario, nuire à une marque juste pour le plaisir. Tiens, aujourd'hui, je vais prendre complètement mon pied, je vais grimper au rideau en nuisant une marque. C'est un petit peu bizarre, mais pourquoi pas. Là, oui, ça vous coûtera cher. Cherchez un petit peu, par exemple, du côté de la contrefaçon, c'est assez drôle. Oui, on peut vous accuser, du coup, de contrefaçon. Citer, oui, nuire, non. Mais la première question qu'il faut se poser, c'est est-ce nécessaire? Est-ce pertinent? Citer une marque, oui, on l'a vu, avec la bonne orthographe, tout ce qui est bonne ponctuation, etc. Oui, ça c'est possible. Je rappelle, il y a aussi la liberté d'expression, quand je l'ai dit précédemment. Ensuite, est-ce que c'est nécessaire à votre récit? Est-ce que c'est nécessaire à vos personnages, à votre intrigue?
C'est vraiment une vraie question. Des fois, je lis vraiment des ouvrages, des histoires qui citent des marques. Des fois, c'est vraiment juste pour faire plus vrai. Mais que tu me cites McDo ou un fast-food, ça va me revenir au même pour moi. Parce que vous me parlez de fast-food, on va s'imaginer un fast-food, que ce soit McDo, Burger King, Quick, Burger Papa, etc. Parce que je veux pas, tu peux tout citer. Ouais, Burger Papa, c'est à côté de Lyon, c'est super bon. Et c'est même pas un placement de produit. J'aurais dû quand même, effectivement, le faire payer pour ça. Bref, on peut justement s'imaginer un fast-food. Voilà. Est-ce que c'est vraiment pertinent de donner justement la marque, de citer le lieu? C'est pareil par rapport aux voitures. Et alors là, par pitié, parce que c'est vrai que ça aussi j'aurais dû le dire, euh, des fois quand justement vous dites voiture au logo en losange ou quoi que ce soit, même moi des fois je me dis bon c'est un petit peu bof, soit vous mettez justement le nom de la marque, soit vous mettez juste c'est une voiture. Est-ce qu'on a vraiment besoin de savoir le modèle? Sauf si effectivement vous allez écrire une course-poursuite ou que c'est un ouvrage qui va parler de l'automobile ou du sport automobile ou quelque chose en rapport avec les voitures. C'est sûr que si votre personnage est mécanicien, oui, là il va y avoir un petit peu causage de voiture. Mais sinon, voilà, est-ce que c'est un détail important? Alors si c'est une fois, ça peut passer. Des fois, par exemple, je le vois une fois, je me dis bon, ok, ça passe, il n'y a pas de souci. L'auteur ou l'autrice a voulu justement glisser un petit truc, pourquoi pas. Mais alors des fois, quand vous le répétez à chaque chapitre, des fois aussi à chaque page, des fois j'ai vraiment envie de vous dire, est-ce que moi dans la vraie vie, je dis bon écoutez, je vais en course, hein, puis là je prends ma modus, et puis je vais garer ma modus aussi sur le parking, je reprends ma modus pour quitter le parking, et au fait, ouais Sophie, ouais je sais, par rapport au BC tout qui m'a fait vraiment, c'est génial, écoute, là je gare ma modus et puis j'arrive. C'est pas forcément très naturel, hein, parce que personnellement, je ne dis pas ça au téléphone, je dis juste, je gare ma voiture, ou tout simplement, bah écoute, là je la gare dans un coin, et puis voilà. Oui, et puis ma voiture, oui, bien sûr, ma voiture, je lui parle des fois comme une personnelle. Donc encore une fois, réfléchissez à l'utilité. Est-ce que c'est utile ou pas? Alors finalement, vous citez des marques dans vos ouvrages ou pas? Voilà, c'est la fin de cette vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine, soit pour une petite courte vidéo, parce que je rappelle, là, il va y avoir 2 salons qui s'enchaînent, en plus de mes prestations habituelles et en plus aussi du travail que je vais avoir pour la maison d'édition LDT. Donc j'ai essayé un petit peu d'alléger le programme des vidéos, mais il y a quand même pas mal de choses et il y avait quand même pas mal de recherches aussi pour cette vidéo-là. Donc je vous laisse un petit peu imaginer. Donc soit la semaine prochaine, on arrive justement à faire une vidéo salon, soit je ferai une petite courte vidéo et je verrai. Oui, je sais que je suis très en retard dans la rédaction de mes scripts et je suis pas mal occupée ces dernières semaines. En attendant, j'espère que vous allez bien et puis passez une bonne fin de semaine. Si vous voulez nous soutenir financièrement parlant, rendez-vous sur la page Tatanexua sur les plateformes Tipeee, Ko-fi ou aussi KissKissBankBank. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un like, un commentaire et de partager cette vidéo, cela nous fera très plaisir et ça nous aide au niveau algorithme. A très bientôt et soignez votre plume.